may be seated. Honourable members, have just come back from l'évêché, where I met Monseigneur Duron on your behalf. So I transmitted to him personally whatever we said this morning. I think the Prime Minister went just before me. And he wants me to convey to you his thanks for your deep sympathies. Thank you. Public Bills, second reading. Yes, Deputy Prime Minister, floor is yours. Oui, Madame Speaker. Un des plus grands crimes du MSM ces dernières années aura été la drogue. Un des plus grands échecs du MSM ces 10 dernières années aura été la drogue. Un crime en particulier a été commis quand le gouvernement MSM a dissous, dans les circonstances que l'on sait, la NADC, sans remplacer cette institution qui avait ses défauts, ses faiblesses, mais qui avait le mérite d'exister. Ils ont dissous la NADC et ils se sont rendus coupables tout au long de ces 10 dernières années d'une complicité quotidienne, active, avec les barons de la drogue, avec les gros importateurs et avec les trafiquants en général. C'est pourquoi, Madame Speaker, une des top priorités de l'Alliance du changement, c'est précisément la lutte, le combat contre la drogue. Une des urgences de ce gouvernement, c'est d'abattre le monstre de la drogue. C'est pourquoi vous vous souviendrez, Madame la Présidente, que lorsque j'ai parlé sur le discours, le programme gouvernemental 25-29, le 7 mai, je m'étais permis de dire que, de mon point de vue, les deux urgences, des urgences ces jours-ci, sont la drogue et l'électricité. Le risque qui nous pend au bout du nez concernant l'électricité. Mais la drogue tue déjà. La drogue martyrise déjà, surtout les jeunes, pas seulement les jeunes, malheureusement. Surtout la drogue synthétique, ce monstre que c'est devenu. C'est pourquoi pour nous, Madame Speaker, il nous faut réaliser, il nous faut faire deux choses urgentes en même temps. Deux choses qui sont séparées. Je m'expliquerai, deux choses qui sont séparées mais qui sont liées. D'une part, casser les reins des barons de la drogue, casser les reins du trafic de drogue. Et ensuite, réhabiliter, aider les victimes. Et c'est pourquoi tout au long de l'existence du MMM, nous n'avons jamais raté une occasion de faire la différence entre les criminels, les trafiquants et les victimes, les malades, surtout aujourd'hui les jeunes. C'est plus facilement dit que fait de combattre ces deux choses en même temps. Casser les reins des importateurs de drogue, des trafiquants de drogue, et en même temps aider ceux qui sont tombés victimes de la drogue. En ce qui concerne le combat contre le trafic de la drogue, les choses sont aujourd'hui entre les bonnes mains du Premier ministre, du nouveau Premier ministre. Le Premier ministre, le nouveau commissaire de police, le nouvel là-dessous est déjà au travail et donne déjà des résultats, mais il faudra faire 10 fois, 100 fois plus. Le commissaire de police est conscient de ses responsabilités. Là-dessous devra tout le temps faire mieux, progresser, faire plus. Cela,
n'est pas devant cette Chambre aujourd'hui. Ce n'est pas de cela que nous sommes appelés à discuter. Bien sûr, la plupart des orateurs et moi-même, je fais référence à la source du mal, l'importation et le trafic de la drogue. Mais aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est l'autre moitié du travail, c'est-à-dire aider, réhabiliter. C'est ça qui est devant cette Chambre aujourd'hui. Preventive, treatment, rehabilitation. C'est ça qui est devant nous ces jours-ci, devant cette Chambre. Ce que nous avons apporté devant cette Chambre, c'est un après-ça complètement et profondément amélioré et renforcé. Nous avons fait un travail d'équipe pour présenter quelque chose de vraiment solide. Un après-ça profondément renforcé et amélioré, avec à la tête, et c'est tout un symbole, mais c'est en même temps toute une réalité, avec à la tête le Premier ministre, le vice-premier ministre du pays, pas moins de 16 ministres et le chef commissaire de Rodrigues. Tout le monde est embrigadé dans cette lutte pour prevention, treatment and rehabilitation des victimes, des drogués. D'une part, donc, il y a le National Agency for Drug Control, présidé par le Premier ministre et toute une équipe de ministres pour superviser, insuffler, inspirer à travers un National Drug Control Commission le combat, parce que cela aussi c'est un combat, le combat pour aider les victimes de la drogue. Il y a donc dans ce texte de loi d'une part un National Agency for Drug Control et il y a un National Agency for Drug Control dirigé par un board pour le combat au jour le jour pour aider les drogués, pour aider les victimes de la drogue. Ce drug control, ce board, sera présidé par M. Sam Lotan et avec le docteur Soliman comme chief executive. Nous, les responsables politiques, le Premier ministre, le vice-premier ministre, je ne le répète pas moins que 16 ministres et le chef commissaire de Rodrigues, nous serons là pour suivre, pour aider, pour donner du souffle, de l'inspiration dans un combat peut-être aussi difficile que le combat contre les trafiquants de drogue, celui pour aider les victimes. Donc il y aura le M. Sam Lotan et le docteur Faisal Suleiman pour faire le travail et donner des résultats, et aider les victimes. Tout le monde, Madame Speaker, tout le monde connaît le combat sans relâche et sans peur de Sam Lotan. Je n'ai pas besoin de le présenter. Contre la drogue, au péril de sa vie. Et tout le monde connaît la valeur du docteur Suleiman, qui a une longue et riche carrière aux Nations Unies et dans beaucoup de pays du monde. Dans ce combat, parce que je le répète, cela aussi c'est un combat pour aider les victimes de la drogue. Nous avons beaucoup travaillé en équipe, Madame Speaker. Nous avons beaucoup travaillé en équipe. Le Prime Minister's Office et le Premier ministre lui-même. Mais le Prime Minister's Office, toute une gamme de ministres, à commencer par l'Attorney General et son équipe, que je remercie et je salue, pour tout le travail abattu,
et Sam Lotan et le docteur Suleiman nous ont bien aidés pour emmener ce texte de loi-là. Ça n'a pas été facile et on a travaillé vite. C'est quelques mois là, après les élections générales, parce qu'une de nos priorités a été la préparation de ce texte de loi, pour faire la moitié du travail. Je le répète, le travail de répression des trafiquants, des importateurs, etc., ce travail-là est entre les bonnes mains du Premier ministre, du nouveau commissaire de police et du nouvel là-dessous. Maintenant, ce que nous créons aujourd'hui aura l'immense responsabilité de faire l'autre moitié du travail, c'est-à-dire d'aider, surtout les jeunes, mais les victimes de la drogue en général, hommes comme femmes d'ailleurs. Nous avons beaucoup travaillé en équipe. Le résultat est devant vous et devant cette chambre. Je le répète, un après-ça complètement et profondément amélioré et renforcé. Nous avons une obligation de résultat. Aucun homme, aucune femme de l'île Maurice ne peut rester le cœur insensible devant ce qu'on constate tous les jours en ce qui concerne les ravages de la drogue, surtout parmi les jeunes. Nous avons produit un après-ça profondément renforcé et amélioré, Madame Speaker. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, nous resterons ouverts à des améliorations. Nous ne croyons pas avoir toutes les réponses. Nous avons fait notre travail, nous avons le droit d'en être fiers, pas d'avoir la grosse tête, mais d'en être fiers. Nous avons fait notre travail, mais nous restons à l'écoute, nous resterons à l'écoute. Nous resterons ouverts à des améliorations. Seule de grâce, donnez le temps à cette nouvelle institution de fonctionner. C'est à l'expérience que nous verrons ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut renforcer, ce qu'il faut changer même. C'est une grande aventure dans laquelle nous sommes tous engagés. Aujourd'hui parlementaires, demain responsables à la tête et au sein de cette organisation. Le board du National Agency for Drug Control, je tiens à le souligner, le board du National Agency for Drug Control inclut 6 ONG, 6 forces vives, 6 organisations non gouvernementales qui seront choisies, qui seront nommées par le Premier ministre après toutes les consultations nécessaires. Et il y aura, j'en suis certain, et il faut que ce soit ainsi, il y aura des débats. Il n'y aura pas seulement du travail fait pour aider les victimes, mais il y aura des débats aussi. Des débats en profondeur autour de tout le problème de la drogue, des victimes de la drogue, des façons de les aider. Nous sommes condamnés à un débat permanent pour trouver à chaque fois de nouvelles solutions. Et ce n'est pas les trafiquants de drogue qui manquent d'imagination ces temps-ci, malheureusement. Donc, il y aura des débats ouverts, approfondis au sein de ce board du National Agency for Drug Control. Et j'allais oublier de dire, je suis certain que le Premier ministre et nous tous ensemble, quand nous choisirons ces 6 ONG qui participeront avec les experts à ces débats, il faudra veiller à ce que tous les courants de pensée soient représentés. Il ne faut pas juger d'avance, décider d'avance ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il faudra que tous les courants de pensée se retrouvent au niveau de ce board et qu'il y ait des débats vraiment libres, approfondis. Des débats, y compris sur la question du Gandia, qui est d'actualité ces temps-ci.
Il faut que ce soit discuté en profondeur au niveau du board, et c'est finalement le National Agency for Drug Control, présidé par le Premier ministre, qui tranchera la question. Pas à toute vitesse, dans n'importe quelle condition, à tête reposée, à tête réfléchie. Il y a de graves décisions. Il n'y a pas seulement un travail terrible à faire, énorme à faire, mais il y a aussi une réflexion, il y a des débats à provoquer pour emmener d'autres changements, Madame la Speaker. Je tiens à souligner que le board du National Agency for Drug Control travaillera, il le faut, travaillera avec le ministère des Sports et des Loisirs. Le sport et les loisirs, le ministère des Sports et des Loisirs auront un rôle clé à jouer dans ce combat. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le ministre des Sports et des Loisirs sera sur la commission et le représentant du ministère sur le board du National Agency. Mais pas seulement le sport et les loisirs, pas seulement le ministère des Sports et des Loisirs. Il faudra aussi que les municipalités, et demain les nouvelles municipalités, les municipalités ressuscitées dans les jours à venir, il faudra que les municipalités, de même que les district councils, jouent un rôle qu'ils ont joué dans le passé. Vous vous souviendrez vous-même, Madame la Présidente, de l'époque où le sport au niveau des municipalités, le sport et les loisirs remplissaient vraiment un rôle extraordinaire. Ce temps va revenir. Ce temps doit revenir. On crée aujourd'hui une organisation terriblement importante qui n'a pas le droit d'échouer. Mais en même temps, nous avons le droit de compter aussi sur les municipalités et demain les district councils réformés. De même que, comme je le disais, sur le sport et les loisirs, pour nous aider dans cette lutte ô combien difficile, mais exaltante qui nous attend pour aider toutes les victimes de la drogue. Madame le Speaker, je terminerai en disant un des plus grands défis qui est devant nous, c'est de réussir ce combat contre la drogue. Casser les reins aux trafiquants de la drogue. Pas de blablabla comme certains ces dernières 10 années. Mais vraiment, même si c'est nécessaire au risque de nos vies, casser les reins d'une part aux trafiquants de la drogue, mais d'autre part, aider nuit et jour les victimes de la drogue. C'est un des grands défis que nous avons à relever. C'est pourquoi c'est un des top priorités de ce gouvernement du changement. Nous devons gagner le combat contre la drogue et je suis persuadé, Madame la Présidente, que nous gagnerons ce combat tous ensemble. Merci. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à la députée de Port-Louis-Nord, Montagne-Longue. Merci, Madame la Présidente, de me donner l'opportunité aujourd'hui d'intervenir sur cet important texte de loi qui doit venir, je dirais, soulager les larmes de ces milliers de parents et d'individus qui souffrent. Nous n'allons pas réécrire l'histoire. L'honorable Premier ministre a rappelé durant son intervention la semaine dernière comment le problème de la drogue s'est développé à chaque fois que le MSM s'est retrouvé au pouvoir. Personne n'oubliera les ravages du brown sugar introduit en 1983, d'abord distribué gratuitement pour causer la perte de la jeunesse. Puis les drogues de synthèse ont explosé sous le dernier régime, encore une fois avec le MSM au pouvoir. Il y a eu d'autres dérives comme la vente des topettes d'alcool
anti-sachet, jusqu'à un étudiant en meurt. Mais qu'ont fait les jugnuts? Absolument rien, si ce n'est que de soutirer toute cette mafia, que ce soit en 1983 ou encore durant les 10 dernières années où ils étaient au pouvoir. Ils ont cru pourquoi se cacher derrière le rapport Lam-Shamlin pour laisser la situation se détériorer et s'empirer. C'est pourquoi aujourd'hui, je me tiens dans cette assemblée. Je salue le courage et la volonté politique du docteur Navin Ramgoolam de devenir avec the National Agency for Drug Control Bill. Cette législation traduit l'engagement et la volonté du Premier ministre et du gouvernement pour tenter d'éradiquer ce fléau. Et pour donner l'exemple, l'honorable Premier ministre et l'honorable Deputy Prime Minister joueront un rôle clé au sein de la commission à venir. Mais la drogue est un problème à la fois sociétal et clinique. L'addiction aux drogues illicites est une maladie. Et la personne addicte est une personne malade qui doit en bénéficier de tous les soins nécessaires. Durant les années, le déficit majeur de notre politique en matière de lutte contre la consommation de la drogue a été l'extrême faiblesse des actions de prévention. C'est le fond du problème. Ensuite, c'est le regard de la société, le rejet d'individus pris dans le piège des marchands de la mort. Ceux-là à qui on fait croire qu'ils n'ont pas de place dans la société, dans leur famille ou encore dans le monde du travail, privé ou public. La drogue, mes chers collègues, ne choisit pas une communauté, une circonscription ou une classe sociale. Petit ou grand, riche ou pauvre, elle foudroie tout sur son passage. C'est pourquoi je souhaite bonne chance à la nouvelle agence quand on ne veut plus voir les dégâts que la drogue cause chaque jour. Mais c'est un problème multidimensionnel et on ne pourra pas se reposer sur nos lauriers attendant des résultats sans que chaque Mauricien et Mauricienne n'y apporte sa contribution. Certaines nations ont opté pour la législation du cannabis, notamment, force est de constater que le bilan global est plutôt mitigé. Dans certains pays, on entend dire que la consommation est en baisse. Dans d'autres, au contraire, on constate des dégâts sur le plan clinique qui sont beaucoup plus considérables qu'avant la législation de ces produits. La question n'a donc pas de réponse simple, malheureusement. Mais il apparaît clairement que l'élément clé, c'est bien évidemment la prévention. Certains pays, notamment du nord de l'Europe, peuvent se targuer des résultats plutôt positifs. Je pense notamment à la Suède et à la Norvège, où la prévention commence généralement dès l'école primaire. Les élèves ont droit à plusieurs heures de formation dans le cadre des programmes hebdomadaires visant à développer leurs compétences psychosociales pendant toute l'année scolaire. Dans des conditions, il est plutôt normal d'assister à des résultats conséquents, madame. Il apparaît évident également que la répression seule ne fonctionne pas. Tout le monde est aujourd'hui convaincu. L'ancien président Barack Obama, je cite, l'a dit, c'est pourquoi j'estime que l'exemple suisse se doit être cité. Il fonctionne sur la base de 4 piliers essentiels. D'abord, la prévention, la prise en charge, qui est la thérapie, ensuite la réduction des risques et la répression enfin. C'est un modèle efficace quand il est bien mené, qui a fait ses preuves face à tout type de drogue. L'état de droit doit ramener le crime sous le seuil de l'insupportable. Il faut adopter une politique de zéro tolérance, comme nous allons le faire à l'égard des barons de la drogue, tout en soignant leurs victimes. Malheureusement, durant des années, un laisser-faire a laissé beaucoup de tort à une génération. On ne doit pas laisser passer sous silence ce qui se passe dans nos prisons où des condamnés s'adonnent à du trafic de drogue depuis leurs cellules, car ils n'ont plus rien à espérer ou à perdre avec notre sentencing policy. Pour en finir, l'honorable Roukni avait affirmé la semaine dernière « Catastrophe is knocking at our doors ». I'm not afraid to say that this did not start le 11 novembre 2024. J'ajouterai que c'est ce jour que la population nous a confié son espoir pour éradiquer ce fléau. Je souhaite à Sam Lotan et à son équipe de nous guider dans cette tâche ardue au sein de la nouvelle agence, de proposer des politiques en phase avec la réalité du
du terrain, de rester réceptif comme il l'a toujours fait, afin qu'ensemble, on trouve la lumière au bout du tunnel dans le combat contre la drogue. Que Dieu nous aide à accomplir notre mission. Merci. Merci d'avoir respecté le temps, surtout. Le third member for Port Louis, Mr. Coogan Carapel, Honorable Coogan Carapel. Madame la Présidente, le temps qui m'est alloué pour intervenir sur ce projet de loi important étant assez limité, permettez-moi d'aller directement dans le vif du sujet. La guerre contre la drogue a été un échec total et retentissant. Ces paroles ne sont pas les miennes, mais celles de Volker Türk, le haut-commissaire des droits humains des Nations Unies. Ces paroles, il les a prononcées en décembre 2024, quelques jours à peine après la victoire retentissante de l'Alliance du changement aux élections générales à l'île Maurice. Oui, Madame la Présidente, la guerre contre la drogue a été un échec total et retentissant. Le haut-commissaire des Nations Unies a ensuite fait un plaidoyer pour une réforme radicale de la politique globale concernant les drogues, en mettant l'emphase sur le fait que des décennies de stratégies répressives et punitives ont détruit d'innombrables vies et endommagé des communautés entières. Il a de ce pas fait un appel urgent pour qu'il y ait un changement de cap vers une politique basée sur des données factuelles et centrée surtout autour des droits humains, mettant la santé publique, la dignité humaine et l'inclusion à l'avant-plan. Dans un monde parfait, il n'y aurait pas d'usagers de drogue. Tout le monde serait heureux et l'accès aux drogues serait inexistant. Seulement, la réalité est tout autre. On ne vit pas dans un monde parfait, à coup sûr, et c'est dans ce contexte que nous devons, en tant que législateurs de la société mauricienne, décider de l'approche à adopter en matière de politique de drogue. En écoutant les interventions de certains de mes collègues sur ce projet de loi, j'ai malheureusement l'impression que l'émotionnel a pris le dessus sur le rationnel. Déclarer la guerre totale aux trafiquants narcotiques est a priori l'option la plus logique. Éliminons l'offre et le problème sera résolu. Madame la Présidente, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et il ne faudrait pas que le chemin de l'enfer de la drogue soit pavé des bonnes intentions de ce gouvernement. Je comprends tout à fait la volonté de certains, voire d'une majorité, de promouvoir une approche répressive et brutale. On veut tous protéger nos enfants après tout. Mais que faire quand cette approche a souvent été un lamentable échec à travers le monde? Un rapport du National Drug Secretariat, datant de 2021, estime la population d'usagers de drogue à Maurice autour de 55 000 personnes, soit 7,4% des personnes âgées entre 18 et 60 ans. Ce chiffre est probablement plus proche des 10% dans la réalité, soit un Mauricien sur 10 parmi la population active, ce qui constitue un marché économique extrêmement lucratif. La réalité économique est telle que tant qu'il y aura de la demande, l'offre suivra. Ne serait-il donc pas naïf de penser que le simple fait de traquer les trafiquants actuels fera disparaître les substances illicites? Peut-on réalistiquement empêcher la drogue d'entrer dans le pays compte tenu du fait qu'on habite sur une île? C'est pour cela que je privilégie l'aspect lié à la réduction de la demande de ce projet de loi. Il me semble plus logique de s'atteler à réduire la demande, car l'offre ne peut survivre en l'absence
de demande. À ce stade, je trouve opportun de faire une incursion dans la valeur marchande du trafic de drogue dans le pays. La valeur marchande des saisies de là-dessous entre 2018 et 2022, toujours selon le National Drug Secretariat, se situait à 11 milliards de roupies. Oui, Madame la Présidente, 11 milliards de roupies. Et là, on ne parle que de ce qui a été saisi. Quand on sait que la drogue se vendait à peu près librement sous le précédent régime, on peut facilement déduire que la valeur marchande annuelle du trafic de drogue dans notre République dépasse facilement les 10 milliards de roupies annuellement, si ce n'est les 15 milliards. Et quand on considère le prix de revente des substances narcotiques, on comprend facilement que le trafic de drogue est la vraie poule aux œufs d'or de l'économie mauricienne. Plusieurs articles de presse font état de la vente du gramme de cannabis, aussi connu comme le gandia, dans une fourchette variant de 3 000 à 4 000 roupies, alors que le prix pratiqué dans d'autres pays avoisine à peine les 500 roupies par gramme. Au final, le consommateur de drogue subit aussi un appauvrissement économique conséquent par rapport à son addiction. Madame la Présidente, il est extrêmement important de comprendre les dynamiques qu'entraîne le prix de marché de certaines drogues par rapport aux tendances liées à la consommation de produits illicites. Au vu de la flambée du prix du cannabis sur le marché local ces dernières années, ils sont nombreux, surtout ceux avec des moyens financiers limités à avoir recherché un produit de substitution. Et ce produit, il se nomme la drogue synthétique. Cette drogue de synthèse, à base de produits extrêmement nocifs pour la santé, certains parlent même de poison pour rats, est en train de zombifier notre jeunesse. Ma circonscription, ainsi que toute la région de Port-Louis, est sévèrement affectée, particulièrement les quartiers dits populaires. Alors que le cannabis est considéré par tous les experts comme étant moins dangereux que des substances comme l'héroïne, la cocaïne, l'alcool et la cigarette, les drogues de synthèse sont mortelles. Ce sont des poisons. Il y a malheureusement un flou en ce qui concerne le taux de mortalité lié à l'usage de drogue dans notre société. Mais ce qui est certain, c'est que le nombre de jeunes ayant succombé au tristement célèbre œdème pulmonaire est en hausse drastique depuis l'apparition des drogues de synthèse. Ils sont des dizaines, voire des centaines de Mauriciens à avoir perdu la vie après avoir consommé des drogues de synthèse. Madame la Présidente, il y a une urgence nationale par rapport à la prolifération des drogues synthétiques. Il nous faut agir et agir rapidement et de façon décisive. Madame la Présidente, l'espoir de ce projet de loi réside dans la création de la National Drug Control Commission, une instance dans laquelle siégera 16 ministres, sous la présidence du Premier ministre et du Deputy Prime Minister. Et c'est aux membres de la National Drug Council Commission que je m'adresse pour conclure mon intervention. Au vu de la situation alarmante dans le pays, surtout concernant la prolifération des drogues synthétiques, je leur demande de considérer la politique du moindre mal, c'est-à-dire le principe qui aide à prendre des décisions éthiques dans des situations moralement difficiles. Au nom de la réduction des risques au niveau national, je leur demande sérieusement de considérer un assouplissement de la position gouvernementale vis-à-vis du cannabis, allant même jusqu'à sa légalisation. Et cela pour sauver notre jeunesse. L'alcool et la cigarette, deux drogues plus dangereuses que le cannabis pour la société, se vendent déjà librement et rapportent beaucoup d'argent aux caisses de l'État. Une bonne dizaine de milliards de roupies annuellement.
Une légalisation du cannabis permettrait non seulement au gouvernement de prélever une taxe conséquente, mais bénéficierait aussi grandement à la société. Premièrement, l'appauvrissement systématique des usagers de drogue au profit d'une poignée de trafiquants serait grandement ralenti. Et deuxièmement, peut-être plus importante, la situation chaotique, surtout dans les quartiers populaires où règnent en maître les trafiquants et leurs acolytes, devrait connaître une amélioration notable. Pour véritablement combattre le fléau de la drogue, il faudrait s'y prendre bien en amont. La raison principale pour laquelle des personnes se droguent et développent une addiction est la recherche d'un échappatoire. Échapper à quoi? Échapper à des traumatismes de l'enfance ou de l'adolescence, que ce soit des abus physiques, verbaux ou sexuels, ou même encore le fait d'avoir évolué dans un environnement familial toxique. Les recherches démontrent clairement qu'un adolescent victime de traumatisme pendant l'enfance est 3 fois plus à risque de développer une addiction. Plus de 7 enfants sur 10 qui ont essayé une substance illicite avant l'âge de 13 ans ont développé une addiction. Voilà de quoi faire réfléchir la National Drug Council Commission sur les axes prioritaires en matière de politique de prévention. En économie, on parle souvent de la politique de tax the parent, support the child. Une approche semblable devrait être considérée en matière de politique de drogue à Maurice. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Et j'espère que les membres de cette commission en ont pleinement conscience. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie. Honourable Third Member for Port Louis, Dr. Omia. Thank you, Madam Speaker. This bill could not have come at a better time, particularly when we are witnessing the changing landscape of drug consumption in the country at large. Madam Speaker, this bill has been comprehensively enacted as it entails virtually all the aspects of drug prevention and drug control, looking into what we call rehabilitation, substitution therapy, and reinsertion in the community. However, there are still a lot of questions that are being asked about the dispensing of methadone in certain areas. I would urge the Commission, the NADC, to look into, of those who are stable, whether home dispensing of methadone should be a reality for some, irrespective whether the other drugs such as buprenorphine can be used. We have also seen that this bill has entailed and mentioned the collateral consequences of drug consumption in the field of medicine, particularly in HIV, AIDS, hepatitis. I would ask and request the mover of the bill to also consider having as an entity a special vascular unit that will look at all drug users who have been using intravenous drugs and have had their veins blown off or destroyed. Likewise, we see them with heavy bandages on the right, left arm or feet. Madam Speaker, the choice of the Prime Minister, the head of the Commission, together with the Deputy Prime Minister, highlight the seriousness with which the government approaching the drug issue control. It brings political authority. Notwithstanding the inclusion of this Attorney General is an important step as drug policy entails legal and constitutional issues, as well as our drug policies need to comply with legal framework and human rights standards. Madam Speaker, everybody in this House must have been horrified and dismayed at the sight of seeing individuals who have been consuming synthetic drugs, semi-arch on their motorbikes, flex on the roads, cannot stand on their feet, scramble to get from the roads, and sometimes looking oblivion to what's going around them. Such is the powerful effect of the neurotoxin of the drugs that are present, that these people can no longer have any idea where they are.
The black mamba and Oz of the past, new craze, paper synthetic drugs, black pie, and now we are seeing videos of students going to school using a much new method, huffing, taking and sniffing from bottles. This will have to stop. I'm sure the NADC will be looking at that. Madam Speaker, as the bill clearly mentioned, the collaboration of the forensic department together with international agencies is obviously important to increase the precision of tracking and identification of drugs. However, drug lords and drug barons are always a step ahead because they are under their hand any explosive cocktail that they can find their hands and that have severe immediate neurotoxic effect that will make it more appealing to the drug consumers. It is extremely very complicated to have advanced knowledge of the pharmacokinetic and the thermodynamic capacities of these new toxic drugs. I strongly recommend that benzene, acetone, methanol, or others that are being used as solvent be classified substances and rigorously controlled. Therefore, if forensic department will always be a step backward due to the imagination of drug traffickers and drug barons, we have to look at the social determinants of drug control. And this is why, Madam Speaker, brings me to the chain of transmission of drugs in the country. Drug barons and drug lords need to survive only because they have intermediaries that work for them to dispense their lethal product to those who are hooked on taking drugs. Who have not seen the slinky, aux allures louches of individuals sitting on the streets, crouch on their knees, and hoping to get their next victim and get them to buy drugs. These people are the ones that are the intermediate to what I call these drug barons and their CEOs, if I can make it that way. Who has not been a visit to Richter Cemetery, Bois Marchand Cemetery, line along completely, houses after houses, these intermediates, jockeys as we call them, these jockeys. And today, not recently, 5 days ago, there's a new trend. We have moto jockey. They are the ones who come, pick you, take you to the drug den and buy it, and there was quite a fight, if I can put it, in my constituency only a few days ago. We have to act, the NADC will need to act with full decisive and deterring manner, using the full force of the law to keep our streets clean. Our streets have to be kept clean. I'm talking about the capital, the city, where I've grown up, where I'm a member of the assembly. The streets need to be complete. We need to steal the fear factor in them. Likewise, simple example, Donald Trump wanted those who did not have a passport or the permit to stay in this country to get out. And he targeted Chicago. You know what happened? At 5 o'clock, Chicago is clean. No cars, no parties, no people on the street. The fear factor was instilled. Madame Speaker, ces mini-laboratoires de drogue synthétiques ou succursales de vente, comme je les appelle, où j'ai grandi dans la capitale, font pillon sur rue. Même tous les jeunes de certains quartiers qui vont acheter des friandises dans la boutique du coin peuvent vous dire exactement où se vend la drogue, où se vendent les drogues synthétiques. Mais pourquoi? Et pourquoi jusqu'à maintenant, ces marchands de la mort ont pu continuer de plus belle? La volonté de l'ancien gouvernement n'était pas là et certaines brebis galeuses de la force policière étaient des mèches trop occupés à frotter du gel et pendant ces 10 dernières années. L'ancien gouvernement nous a dit ad nauseum, mais pour casser le trafic en la drogue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Zolfine caresse trafic en la drogue. Mais non, on les a vus dans tout son sens. Les Franklin, les frères Gorobi, les Diodaniers, ses bonbonnes, le tractopelle au destinataire inconnu et ses balades en mer avec ses députés en bel loisir. Pendant 10 ans, l'histoire s'est répétée comme avec le même gouvernement MSM qui s'est répété les Amsterdam Boys. Madame Speaker, pas plus tard que 5 jours de cela, il y a un rapport que l'île Maurice et Air Mauritius has been identified as being in the limelight in the traffic of drugs. I have the paper, I can share it with anybody. I'm sure many of you have it. And talking about ghost suitcases. Who has been bringing ghost suitcases in this country? This has started
from the previous government. And the NADC should look under his umbrella as any authority, the narcotics and everyone, to make sure that this should stop. Madame Speaker, en tant que député et candidat aux élections de novembre 24, le combat contre la drogue et ses algorithmes était de façon régulière et ces avocats qui étaient candidats, je me faisais un devoir de les dénoncer, qui ont été mentionnés dans le rapport Lam Changlin, quitte à m'attirer des foudres de leurs partisans. Pourquoi? Pourquoi je l'ai fait? Parce que semaine après semaine, j'ai assisté à des funérailles où les pères de famille enterrent leurs jeunes de moins de 30 ans. C'est pas facile à voir un papa porter le cercueil de son enfant, aller au cimetière seulement à cause de l'hécatombe de la drogue. Mais ma plus grande satisfaction a été le jour du dépouillement, quand dans les salles de décombres, j'ai été très content. Sur les votes, je n'ai reçu aucun vote des sympathisants du MMM, quitte à sortir troisième dans la circonscription. Du MSM. Sorry. Je répète, aucun vote de sympathie du MSM, quitte à sortir troisième. Madame Speaker, the Lam Changlin report has described our seacoast as porous. I wish to highlight that in the chain of transmission of drugs, we have a few black sheep skippers. The skippers play a major role in the business of drug trafficking. The skippers and those who obtain pleasure craft license, be it outside lagoon, inside lagoon, come from the Mauritius Tourism Authority. And the Mauritius Tourism Authority from the ministry should have a stringently controlled system. Madame Speaker, je voudrais parler rapidement, permettez-moi de faire une incursion dans ce fameux jargon des barons de la drogue, quand le MSM était au pouvoir, gouvernement dans nous la main. Si je termine là-dessus, je n'ai pas complété mon discours, c'est juste la malchance. Mais il faut que tout le monde en sache. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu personnellement, ce qu'on appelle gouvernement dans la main. Un vendredi soir, quelqu'un qui faisait son travail comme portier au cinéma de Rex, en empêchant les barons de la drogue d'y pénétrer et avoir une altercation, et il y a eu une mêlée. Le lendemain, c'était la vengeance. On l'a poignardé au vu de tout le monde devant le marché central. Et le corps de cet homme, bien bâti, est retourné chez lui, enveloppé dans son linceul, recouvert, taché de sang. Ce jeune homme n'était autre que mon voisin, le locataire de mon père. Il y avait comme épouse une rayonnaise avec un enfant avec des difficultés neurologiques. C'était un drame. Et ces marchands de la mort, devaient 3 jours plus tard, dans une voiture Nissan Sunny jaune pâle, je pourrais même donner le numéro ici. Je l'ai vécu, je l'ai vu. S'asseoir sur le toit de cette voiture et chanter à tue-tête, gouvernement dans nous la main. Ces caïds de la drogue étaient soutenus par le gouvernement alors. C'est pourquoi aujourd'hui vous me voyez venir devant vous, parler avec tant de conviction. On ne devrait jamais revoir cela. Et avant de terminer, pourquoi les contrôles de deliveries de drogue n'aboutissent pas? N'aboutissent pas dans plusieurs cas. Et la dernière fois, on avait même une policewoman officielle qui a été malheureusement tuée dans le sud de l'île. Il va falloir que le National Drugs Control voit tout ça de très près. J'en ai beaucoup à dire, mais je dirai quelque chose pour terminer. Juste pour terminer, madame, une minute. Je suis un peu perdu. The NADC has an immense job to do, a really big job. I wish good luck to Mr. Suleiman, Dr. Suleiman and Mr. Lutan, whom I have known very well. Dr. Suleiman has been a colleague of mine, and I have seen his dedication in the prevention of drugs. And I congratulate the Prime Minister and the Deputy Prime Minister for have brought such an important bill to the House as a tangible proof of our electoral pledges within the initial 6 months of government. Good luck to you all. Thank you. Thank you, Doctor. Honourable Third Member for Black Flag, Bonakel. Mr. Rankalawan, yes. Madam Speaker, I rise today to express
my wholeheartedness support for the National Agency for Drug Control Bill, the NADC, a bill that in my humble view represents not just a legislative step forward, but a necessary moral reckoning. For years, we in this House have heard, and at times perhaps too easily forgotten, the stories that have emerged from the underbelly of our society. Stories of young lives cut short, of parents waking up every day to the grief of having buried a child, not because of accident or because of a disease, but due to the steady and silent poison that is drug addiction. Honorable members, we cannot pretend not to have seen these tragedies. We cannot pretend that they happened in the shadows. These are stories that played out in every corner of our republic, in our city and towns, in our villages, and yes, even in every constituencies we are privileged to represent. For every name we remember, there are countless others we do not. Yet each of them was someone's son, someone's daughter, someone's world. And all the while, the cries of parents, siblings, and entire communities echoed unanswered. Their voices, their sufferings, they must never fall on deaf ears again. Madam Speaker, one of the objectives of this bill is to allow the coordination and monitoring of the treatment and rehabilitation of persons who use drugs and the social integration. Today, one of the biggest challenges in this war against illicit drugs is a shift of focus, which was seen to be exclusively on repression to a balanced approach of aspects of prevention, treatment, rehabilitation, and relapse prevention. The House will remember that the previous government, led by the MSM party, had closed down the NADC in 2016. NADC had as objective to coordinate and facilitate efforts at national level towards the implementation of programs for the prevention of substance abuse and the treatment and rehabilitation of substance abusers, and to mobilize resources locally and internationally for treatment and rehabilitation of substance abusers, and advise, guide, and help voluntarily social organizations engage in the prevention of substance abuse and in the treatment and rehabilitation of substance abusers. However, since the dissolution of the NADC, and at no time, neither had the previous government enforced the law to concentrate on the prevention aspect, to channel victims to appropriate rehabilitation center, nor has the previous government set up an appropriate program to emphasize on the social reintegration of illicit drug users, which is why the need for this bill to be passed, and it should be supported. The war against illicit drugs requires a scientific and step-by-step approach, as rightly recommended by the Commission of Inquiry on Drug Trafficking report. It is important that we also focus on the psychosocial, cultural, and contextual factors that are pushing the youngsters to the initiation with drugs, of which the continued use is leading to abuse and dependence. This is why the creation of the NADC is not merely important. It is urgent, it is essential, and is long overdue. This new institution will be far more than a rebranding exercise. It is envisioned as a central, empowered body to oversee, coordinate, and execute a national drug control strategy with truth, with empathy, and with clarity of purpose. It will address both sides of the crisis. On one hand, the demand for drugs
through structured prevention campaigns, rehabilitation services, and meaningful social integration of those affected. On the other hand, the supply of drugs through coordinated efforts to disrupt trafficking, reduce availability, and prosecute the networks that profit from the misery. Importantly, the bill recognizes that harm reduction must be part of our approach. We can no longer accept a one-size-fits-all punitive model. We must instead support those battling addiction as persons in need of help, not just punishment. This includes reducing the transmission of HIV/AIDS and hepatitis C, which disproportionately affect persons who use drugs. The NADC will be backed by a well-defined administrative structure comprising several divisions, including policy and strategy, rehabilitation, public awareness, and prevention. This institutional architecture is designed to ensure not just operational efficiency, but a holistic and human-centered response to drug abuse. And let us not overlook the most crucial element, the creation of the National Drug Control Commission, to be chaired by the Prime Minister himself. This will ensure direct oversight and high-level policy alignment, as well as synergy across all relevant ministries. It demonstrates political will at the highest level, a clear message that the government will no longer tolerate fragmented or half-hearted approaches. Madam Speaker, this bill is a turning point. It is our opportunity as legislators and representatives of the people to finally say, we have heard you. To the mother who lost her son, to the father whose daughter vanished into the cracks of a broken system, to the child who no longer remembers what a safe home feels like. How can I forget the episode at Fond du Sac some years back? And I have as witness my friend, Honorable Ganga Parsad, Honorable Bichuk, where a grandmother rushed toward us with tears in her eyes. I quote, Hamad Nati, Hamad microwave, 200 rupiah mein bech delak la drogue khatin. Which means, my grandson sold my microwave for 200 rupees just to buy drugs. It is a declaration that we, as a nation, are prepared to confront the drug crisis not only with the force of law, but with the force of compassion, planning, and unity. Let us not delay or dilute what is necessary. Let us rise to the occasion and enact this legislation with the seriousness it deserves. As an educator of sociology, this direction is of utmost importance. The whole process from initiation to physical and psychophysical dependence has to be properly understood and explained in each school, colleges, and to all other stakeholders. We need to encourage the whole Mauritian community to mobilize against drug trafficking, use and abuse, impact on the mindset change, provide efficient resources to the authorities, and more so, work alongside socio-cultural organizations whose contribution is essential in reaching out to all citizens of the country. Today, Madam Speaker, the drug situation is very alarming in schools and colleges. And for this, we need to act fast and in a very efficient manner. Therefore, we need to address issues such as inadequacy of sensitization programs, lack of mechanisms in identifying vulnerable students, and lack of specialized mechanisms consisting of experts who can contribute in psychosocial aspects. L'encadrement of those youngsters have to be considered as the Commission of Inquiry on Drug Trafficking report 28 highlighted. The drug issue was being undermined and not taken seriously, as warranted by authorities, and thus concerned stakeholders
did not assume their role as to drug issues in schools and colleges. Effective treatment approaches accompanied by well-structured psychosocial support services with a clearly defined roles and responsibilities of all personnel involved have to be considered under this bill. During the electoral campaign, this alliance on the government side had voiced out massively against the use of illicit drugs, and today, under the leadership of the Honorable Prime Minister, we are proud that we are taking the initiative to enact appropriate laws to address the problem of illicit drugs. It is important that all stakeholders, including concerned ministries, customs, police, non-governmental organizations, act together to consolidate the activities to fight against drugs and more so the rehabilitation process. I would just quote a famous Indian philosopher. I quote, "जिस उम्र में जवानों को मोहब्बत का नशा करना चाहिए, उस उम्र में वो नशे की मोहब्बत में है." Which means at the golden age of being intoxicated in love, the youth of today is in love of being intoxicated to drugs. Thank you, ladies. It's all right. He translated. We're being nice. I think the next person is the third member for Rodrigues. Madame Manon, yes. Madam Speaker, my speech won't be a long one, but I could not stay silent on such a bill relating to drugs, as my speech does not entail only my voice, but it echoes the voice of my people who live in fear of Rodrigues becoming a haven for drug traffickers, and whose hearts are heavy with worry as our youth stand vulnerable to the devastating grip of synthetic drugs. Albert Einstein said, "The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." End of quote. Today we stand at a critical juncture, faced with a reality we can no longer ignore. The fight against drugs is not just another agenda item. It is and must remain one of the most urgent and vital missions of this government. This bill marks a crucial first step in the fight against drug proliferation, paving the way for other legislation on drugs to follow. The drug situation in Mauritius is dire, and as Rodrigues forms an integral part of our republic, it must not and cannot be spared from the same level of attention and action. If anything, Rodrigues, given its size, isolation, and social vulnerabilities, demands even greater vigilance. The statistic from the anti-drug and smuggling unit in Rodrigues provide a snapshot, though perhaps only a partial one, of what we are up against. In 2023, 101 individuals were arrested in connection with drug-related cases. Among them, just one juvenile. This number dropped to 40 in 2024. A positive sign, maybe, but we must look deeper. These arrests were primarily linked to cannabis. Cases involving the uprooting of plants, possession of seeds, smoking cases, and smoking apparatus. There were no reported cases involving hard drugs, and just 2 cases in 2023 related to psychotropic pills. On paper, these numbers may seem very modest compared to mainland Mauritius. But reality, as echoed by NGOs, hospital workers, and youth officers on the ground, may be far more troubling. We must acknowledge a crucial limitation.
Rodrigues currently lacks the facilities and tools to detect hard drug consumption or synthetic drug influence. This is not a luxury, it's a necessity. We cannot allow ourselves to be lulled into a false sense of security. We cannot wait for a crisis to erupt before we act. As of now, Rodrigues has no adequate treatment and rehabilitation center. But there are work being done towards such by the Commission of Health, with the means available, of course, but we need more help. This is why Rodrigues also welcomed this bill, because we must be prepared, Madam Speaker. What happens if the numbers we see are just the tip of the iceberg? That said, we commend the initiatives already taken by the Rodrigues Regional Assembly. A high-powered committee under the aegis of the Chief Commissioner's Office is actively working on sensitization and prevention. The Commission for Youth, in collaboration with CRAC, ADSU, the Commission for Health, and the Rodrigues Council of Social Services, has mobilized to deliver awareness campaigns throughout the island. A peer-to-peer approach is now being used. 10 youth council members trained since 2023 to engage their peers in schools, villages, and youth centers. And I must take the opportunity to express my heartfelt congratulations to all those working tirelessly in Rodrigues to combat the proliferation of drugs, especially the dedicated police forces and committed youth officers whose unwavering efforts are making a meaningful difference across the island. Madam Speaker, prevention efforts are underway, but prevention alone cannot seal all cracks. We need strong preventive measures, but we also need systemic support. We need to integrate Rodrigues into the broader anti-drug framework being implemented in Mauritius. The National Agency for Drugs Control Bill is therefore a welcome development. It represents a national commitment to combating this menace. We are pleased to see that Rodrigues is not overlooked in the bill. It was initially mentioned that the Chief Commissioner of Rodrigues may only, upon request by the Prime Minister, attend NADCC meetings. We thank the Honorable Prime Minister for having listened to our request and has amended this. The Chief Commissioner now has a full seat on the NADCC. We believe that Rodrigues needs this full seat and equal voice granted so that Rodrigues can actively contribute to and benefit from the national strategy. We also welcome the bill's provision for drugs use prevention education to be implemented in schools, a much-needed move, especially in Rodrigues where our children are highly vulnerable. Mais ne nous voilons pas la face. Let us not pretend the threat will be easily tackled. Drug abuse will escalate even more if we do not act decisively. We cannot afford to beat around the bush for fear of opening a so-called Pandora's box. Most of us will say that the box is already open. Are we delaying action because we fear confronting the very forces that may be feeding this crisis? Do we dare to ask the hard questions? Isn't it time to rethink the legal status of cannabis? The decriminalization of cannabis is increasingly supported by scientific research highlighting its medical benefits, especially how it effectively alleviates symptoms in conditions like chronic pain, epilepsy, and anxiety. Given these findings, many argue that maintaining the criminal status of cannabis ignores its potential as a safer therapeutic alternative. But this shall be another debate, but I humbly ask the NADCC to address as urgent. I am sure this bill is a precursor to the one that our nation really seeks. Madam Speaker,
The time for reflection is over. The time for action is now. We must ensure that Rodrigues remains a land of hope, and we must give Mauritius its time of salvation. This bill is a step in the right direction, but it must be backed by equal commitment, resources, and representation. Let not our fear fail our children. Let not our inaction fail our future. With these words, I commend this bill, Madam Speaker. Honourable members, I would appreciate if the Deputy Speaker could take the chair. Honourable members. Honourable Prayag, you have the floor. Mr. Deputy Speaker, it is with a deep sense of duty, hope and unwavering commitment that I rise to address this esteemed House on the National Agency for Drug Control Bill. As a practicing medical doctor with years of experience in social service, I stand here not just as a parliamentarian, but as someone who has witnessed firsthand the devastating impact of addiction on individuals, families, and communities. Today, we are having a legislative framework that reflects our collective resolve to confront the scourge of drugs that has plagued our nation for far too long. I begin by commending our Honourable Prime Minister and Deputy Prime Minister for their visionary leadership and urgency in bringing forward this meticulously crafted bill. Their dedication to addressing this pressing issue head-on is a testament to their commitment to the well-being of our nation. Mr. Deputy Speaker, recent surveys paint a sobering picture of the drug epidemic in Mauritius. It is estimated that nearly 29% drug users in Mauritius fall between the ages of 18 to 24. It is on our streets, it is in our schools, and even in our homes. This bill needs to be addressed with compassion, clarity, and a commitment to safeguard the future of our youth. The success of this bill depends on us, on our collaboration, and our determination to make it work. It demands that we rise above partisan divides and work together for the greater good of Mauritius. Mr. Deputy Speaker, the drug problem is not just about substances. In addition to stolen youth and shattered families, it is also about the overburdened healthcare systems and rising crime. It is about the invisible chains that bind individuals in the cruel cycle of addiction and exclusion. This national emergency demands decisive action, strategic coordination, and a robust institutional response. Mr. Deputy Speaker, being a healthcare professional, I will only speak briefly about two important aspects today: demand reduction and harm reduction. I wish to emphasize the importance of demand reduction. Substance use disorder are well-documented pathologies requiring proper diagnosis and treatment according to the latest editions of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Edition 5, and the International Classification of Diseases, Edition 11. Mr. Deputy Speaker, addiction is not a moral failing or a lack of willpower. It is a chronic brain disease. According to the National Institute on Drug Abuse of the United States of America, addiction is defined as a chronic relapsing disorder
It is characterized by compulsive drug seeking and use despite adverse consequences. The term chronic, meaning persisting and constantly recurring, is crucial here. This understanding has profound implications on how we approach treatment and policy making. Mr. Deputy Speaker, it is time we recognize that individuals struggling with addiction are patients in need of care. It is time we move beyond punitive measures. Just as we manage chronic diseases like diabetes and hypertension with long-term care and support, addiction demands sustained evidence-based interventions. It requires medically assisted treatments, harm reduction strategies, and comprehensive rehabilitation programs, including cognitive behavioral therapy. This bill provides us with an opportunity to establish specialized, universally accessible departments and rehabilitation centers staffed by experts in addiction medicine, psychiatrists, psychologists, specialized nurses, and other healthcare professionals. The Ministry of Health and Wellness will have a crucial role in addressing this dormant situation, aggravated during the previous 10 years. In this regard, I invite my fellow members of the House to refer to the Rat Park study conducted by the Canadian psychologist Bruce K. Alexander in the late 70s. This study challenged the prevailing notion that addiction is solely driven by the pharmacological effects of drugs. Instead, it highlighted the critical role of environmental and social factors in addiction. It reminded us that social connection between mental stimulation and overall well-being are essential in reducing addictive behaviors. Our Ministry of Youth and Sports, Arts and Culture, Gender, Environment, Local Government will definitely create more opportunities and facilities for our youth to turn away from drugs. In brief, all the stakeholders, that is, other ministries that are mentioned in the bill, have a special role in supporting this legislation together with the Attorney General's Office, NGOs, the police force, and even the Chief Commissioner of Rodrigues. Mr. Deputy Speaker, harm reduction is another critical pillar of this bill. Methadone, for instance. Methadone is the golden standard. Is often misunderstood by the layperson. Yet, it is medically approved treatment for opioid use disorder worldwide, with both anti-withdrawal and anti-craving properties, that is, psychological dependence. The issue is not with the medicine itself, but with its dispensing. A challenge that this bill will address through a well-structured framework. Mr. Deputy Speaker, it is imperative that this legislation works in close collaboration with the Forensic Science Laboratory, as well as the Government Analysis Division, to rectify a critical error that has persisted over the past decade. The error of misclassifying all new psychoactive substances that are commonly called synthetic under a single category. This approach has led to a one-size-fits-all treatment model, which is neither scientifically sound nor clinically effective. Methadone must remain the gold standard for opioid use disorder. But we must also recognize the importance of other medication, such as Suboxone, Naltrexone, and emerging new treatments like Lofexidine, Brixadi, Modafinil, and Nabilone. Furthermore, it is crucial that we differentiate between drugs grouped as stimulants, depressants, hallucinogens, dissociative, empathogens, psychedelics, and other classes. I urge my fellow honorable members to refer to the drugs wheel to have an idea about what kind of drugs we have and what kind of treatment modalities we should adopt. This means that this legislation must put an end to the oversimplification of the previous government
and ensure that our strategies are as precise and diverse as the substances and conditions we aim to address. Mr. Deputy Speaker, I would like to draw the attention of this House to the issue of rehabilitation facilities for young women and girls, a matter that requires both sensitivity and urgency. Would you believe that currently there is only one functioning female rehabilitation ward in Mauritius, in the entire country? Over the past decade, no separate center was established to cater specifically to the needs of young women and girls under the age of 24, be it even those under the age of 18 who are in their formative years, who should have been closely monitored by the ombudsperson. This has created an untenable situation where a young girl eager to seek treatment and rehabilitation finds herself sharing the same space as older, more experienced individuals with severe addiction issues. While every individual deserves compassion and care, we must recognize that the needs and vulnerabilities of a young girl are vastly different from those of a mature adult. It is not just about providing treatment. It is about creating a safe, supportive, and age-appropriate environment that fosters healing and recovery without stigma. This is not just about stigmatization. We are not stigmatizing anyone, but it's about tailoring our approach to meet the needs, the unique needs of every individual seeking help. Mr. Deputy Speaker, this bill emphasizes the need for infrastructure and expertise. Many regions in Mauritius, including northeast, east, southern parts, lack proper facilities to address substance use disorders. We must ask ourselves whether a patient with addictive behavior will travel hours, even change 2 or 3 buses to attend treatment induction on a daily basis, or will he or she prefer to default? Why do only 4 of our 6 methadone induction centers in Mauritius are still concentrated only in Port Louis and Lower Plaine-Williams till today? Has substance abuse only been an urban problem for the past 10 years? We need dedicated hospitals and rehabilitation centers staffed by trained professionals. For example, the Bruno Chong Hospital, which currently lies closed, could be transformed into a fully functional rehabilitation center. Imagine the impact of having all the necessary experts under one roof working together to tackle this issue. This is the kind of bold, innovative thinking we need to make a real difference. And I must mention, hearing the Honorable Minister of Health and Wellness expressing his noble intention in making it happen in the near future. In closing, I wish to address the biopsychosocial model, a well-established framework in medical and psychological practice. This model emphasizes the need to address the biological, the psychological, and the social factors that contribute to addiction. Only by understanding these interconnected dimensions can we hope to rehabilitate individuals effectively. Mr. Deputy Speaker, the NADC bill is a landmark piece of legislation. It reflects our collective commitment to addressing the drug problem in Mauritius with intelligence, compassion, and determination. It acknowledges the complexity of addiction, the importance of harm reduction, and the need for comprehensive, coordinated action. Let us not underestimate the challenges ahead. Let us not lose sight of the hope this bill represents. Together with unity and resolve, we can build a healthier, safer Mauritius for future generations. This bill will not end drug abuse overnight, but it will definitely begin something more powerful, a coordinated, intelligent, and humane response that saves lives and futures. Thank you. Thank you. Honorable Second Member for Rivière des Anguilles, Souillac. Let me remind you, you have only 10 minutes. Thank you, Mr. the Deputy Speaker, sir. I would like from the very outset to inform this august assembly that the National Agency for Drug Control Bill might be one
of the most important bills to be discussed during this mandate. If there is a problem qui ronge notre société, a problem with a capital P, which is slowly but surely devastating our society, it is a drug problem. I mean drug trafficking and drug addiction. Si on reste les bras croisés et ne rien faire, this social scourge may contribute to societal collapse. Indeed, Mr. the Deputy Speaker, this bill has a power of bringing a social change by changing the behavioral pattern of certain people. And in our fight against drug trafficking and drug dealing, this bill may represent a game changer. As a father, as a citizen, as a politician, and now as a member of this government, we are duty-bound to fight against this national problem. As the Honorable Prime Minister said, it represents a national commitment. Mr. the Deputy Speaker, I will stick to this paradigm in dealing with this bill, namely, where are we now, where we want to be, and how do we reach there. Where are we now has been discussed lengthily by all my colleagues since last week. From their intervention, supported by facts, figures, and examples, I can rightly conclude that, firstly, never in the history of this country, so much drugs have entered the country in the last 10 years. Secondly, never in the history of this country there has been so much drug addicts in each and every corner of the country. Personne n'est à l'abri. This is where are we now. My second question, where we want to be. Of course, a drug-free Mauritius, but this paraît un peu trop prétentieux, trop même, a very tall order, Mr. Sam Lautan. But let me quote John Lennon, who said, and imagine, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will be as one. Let's come to the main course. How do we reach there? In fact, this bill is all about how do we reach there. That is, addressing drug use prevention and drug control issues in Mauritius. Mr. the Deputy Speaker, the demand reduction of drugs calls for education, education, and education. My dear friend, the Honorable Minister of Education, will agree that we need to educate the students, we need to educate the parents, and we need to educate our educators how to tackle this problem. Education and awareness is key in the demand reduction of drugs. We need, amongst others, we need age-appropriate drug education into our school curriculum, peer education programs, emotional management, counseling and mental health services, parent education, training for teachers and school staffs, mentorship programs, influencers partnership through social media and media campaigns on positive lifestyle. I believe in choice architecture. That is, the youngsters will have to know the dangers awaiting them, to be able to nudge their behavior, to make them think in the way we want. Mr. the Deputy Speaker, in our fight to reduce the demand of drugs, we need firstly recreational and development programs in terms of youth engagement programs such as creativity, sports and arts. Our colleague, the Honorable Minister of Youth and Sports, will have a daunting task. For instance, in my constituency, we have neither a gymnasium nor a stadium, et encore moins une piscine. Nous avons des terrains de foot. Merci. Nous avons des terrains de foot qui sont dans un état déplorable et sans éclairage. Et il y avait deux ministres, un ministre des Finances et un de la Santé.
All this leads to monotony and boredom and lack of occupation and leisure activities to the youngsters. Secondly, we need community and public support in terms of community drug watch and support groups, whistleblowers upon drug access to the community, particularly in the drug-prone areas. Religious organizations have a vital role. Together with NGOs, they can provide life skill training. Monsieur le Vice-président, the drug addicts, les drogués, comme a si bien dit le Deputy Prime Minister, sont des victimes. Ce sont des personnes malades. Ils ont besoin de nous. Il faut les tendre la main. We need to help them move from social exclusion to social integration. Even pills will not be isolated, unlike what the Honorable Leader of Opposition said. Indeed, pills will have an agency on which it can hold on. This bill provides for the rehabilitation and social integration of people who use drugs. Rehabilitation programs, in my humble opinion, can take the form of residential rehabilitation programs, adolescent-specific rehab programs, counseling and behavioral therapy, medication-assisted treatment program like the methadone. Monsieur le Vice-Président, while I am for the provision of methadone, like my friend Mr. Prayat, Honorable Prayat, yet I believe that there is a pressing need to review the way it is being distributed. And I urge that we move in that direction. We need to change our mindset towards the drug addicts to facilitate their reintroduction. This bill also empowers the National Agency for Drug Control to coordinate the supply reduction of drugs by preventing, reducing, or disrupting the entry, production, and availability of drugs. Monsieur le Vice-Président, the daily scene between the police and the drug traffickers is like the fight between the tiger and the gazelle. The drug traffickers, like the tiger, the police indeed represent the tigers and the drug traffickers the gazelle. The gazelle must outrun the fastest tiger or perish, while the tiger must outrun the gazelle or starve. Unfortunately, in the motion context, the gazelle, that is a drug lords, wins. Fortunately now, we have a lion versus tigers. The best way to determine whether we are successful in preventing or disrupting the entry of drugs is to look at the street price of synthetic drugs, which kept on falling over the last 10 years, synonymous to the failure of the previous government. Monsieur le Vice-Président, together with stricter controls at all points of entry, whether by air or sea, I believe in the training of our police officers. All those involved in drug control must be provided with the right training and tools well in advance. They cannot be picked from any department of the police and sent to the ADSU and expect them to deliver. It is too serious an issue to allow for on-the-job training. We have even seen some taking protection money. With all due respect to our police officers, I would also humbly suggest that we seek foreign expertise. We can't take chances. L'erreur est grave. Doing more of the same with the same persons is less likely to generate different results. Monsieur le Vice-Président, we can go on passing different bills, subsequently laws, but we will all concur that more importantly, it is enforcement of the laws which is necessary. For example, there is prohibition of the sale of cigarettes to minors, yet we all know in each and every corner this is accessible to each and every one. Madame Monsieur le Vice-Président, we are told that a journey of 1,000 miles begins with a single step.
but we are not told that it should be in the right direction. This bill is indeed in the right direction. To conclude, Monsieur le Vice-Président, there are 3 types of people. One who makes things happen, one who watches things happen, and a third one who asks, what happened, like those who are absent today. I feel proud to belong to a government with our Honorable Prime Minister and the team around him who are people who believe that we can make things happen. Thank you for your attention. The Honorable Second Member for Obasa-Petite-Rivière. Monsieur le Vice-président, je me tiens devant cette auguste assemblée avec une conviction profonde. Notre jeunesse mérite mieux que la peur, le silence ou la stigmatisation face au fléau de la drogue. Notre jeunesse mérite mieux que d'être pris au piège, enchaînée par une dangereuse dépendance. Notre jeunesse mérite mieux que d'endurer échecs scolaires, isolation, endettement, troubles de santé physique et mentale, perte d'emploi. Notre jeunesse mérite mieux que de voir leur avenir volé par les marchands de la mort. Et aujourd'hui, avec le National Agency for Drug Control Bill, nous posons les fondations d'une réponse nationale nouvelle, humaine et résolue. Cette agence, placée sous l'autorité directe du Premier ministre, incarnera notre volonté d'agir avec fermeté contre les trafiquants tout en tenant la main aux victimes. Ce projet de loi crée enfin une architecture cohérente et moderne pour faire face à l'un des plus graves défis de notre époque, la prolifération de drogues dures, souvent trafiquées au cœur même de nos villes et de nos villages, et l'irruption de substances synthétiques qui échappent encore à bien des contrôles. Avec la mise en place de cette Agence nationale de contrôle des drogues, nous nous donnons les moyens non seulement de mieux coordonner les enquêtes et les actions policières, mais aussi, et c'est essentiel, d'orienter les efforts vers la prévention, l'éducation et l'accompagnement des jeunes. Cette agence ne sera pas un outil de répression aveugle. Elle aura aussi vocation à fédérer les ONG, les éducateurs, les chercheurs, les familles et les jeunes eux-mêmes autour d'une stratégie fondée sur la réalité du terrain. Il est par exemple urgent de faire distinction entre le cannabis naturel qui fait l'objet de débats légitimes dans plusieurs juridictions à travers le monde et ses dérivés synthétiques qui, eux, tuent. Ces produits artificiels, souvent désignés par des noms anodins comme Spice ou K2, et leurs effets sont imprévisibles. Convulsions, attaques cardiaques, paranoïa aiguë et parfois même la mort. La nouvelle agence pourra enfin centraliser l'identification de ces substances, soutenir des campagnes ciblées d'information et réagir plus vite à leur diffusion sur notre territoire. Car sans information scientifique et différenciée, nos jeunes sont vulnérables aux pièges les plus dangereux. Monsieur le Vice-président, l'Islande nous a montré qu'on ne protège pas durablement la jeunesse à coups de slogans, mais par l'investissement dans les structures du quotidien. Là-bas, le gouvernement a réduit de plus de 90% l'usage d'alcool et de drogue chez les 15-16 ans en proposant autre chose. Du sport accessible à tous, des activités culturelles après l'école et un accompagnement parental renforcé. C'est pour cela que j'accueille très favorablement que l'article 8.2J prévoit que l'agence sera responsable de coordonner la promotion des activités extrascolaires, des activités sportives et des programmes de formation
de compétences de vie afin de maintenir l'engagement et la résilience de la jeunesse contre l'usage de drogue. Le sport, Monsieur le Vice-président, est un outil puissant de prévention et dote efficacement les jeunes d'une capacité de résilience. Ces activités sportives atténuent la vulnérabilité des jeunes et leur offrent l'opportunité d'enseigner les compétences face aux risques, leur offrant une meilleure appréhension aux épreuves de la vie et se tenir à l'écart de la consommation de drogue. C'est par la construction de liens, de sens et d'horizons que l'on éloigne les jeunes de la rue et de la dépendance. Il nous faut également, Monsieur le Vice-président, adopter une approche plus humaine, plus lucide envers ceux qui ont déjà sombré. Un jeune qui consomme n'est pas un criminel, c'est souvent une victime. Le Portugal a fait le choix en 2001 en orientant les usagers vers des commissions de santé plutôt que vers les tribunaux. Résultat, une baisse drastique des overdoses, des contaminations au VIH et un accès facilité aux soins. Loin d'encourager l'usage, cette politique a surtout permis de briser le cercle de la honte et de l'exclusion. Et à travers la nouvelle loi, l'agence pourra enfin travailler de manière transversale avec les services de santé, les psychologues, les centres de traitement et les travailleurs sociaux. Il ne s'agit pas de banaliser la drogue, mais de ne plus rater l'occasion d'aider un jeune à s'en sortir. Ce que nous devons aussi affronter, Monsieur le Vice-président, c'est la solitude silencieuse de beaucoup de jeunes. Certains décrochent de l'école, d'autres sont marqués par des violences, des abus ou une perte de repères. Ce sont souvent ces vulnérables que la drogue attire, comme un échappatoire ou un anesthésiant. Ce sont souvent ces vulnérables... Il nous faut renforcer le soutien psychosocial, créer des lignes d'écoute, des centres d'accueil confidentiels et même des programmes d'entraide où d'anciens usagers accompagnent ceux qui veulent s'en sortir. Un modèle enraciné dans la confiance. Monsieur le Vice-président, la lutte contre la drogue ne se gagne pas en vase clos. Elle exige une communauté soudée, où chaque jeune, quel que soit son parcours, puisse retrouver un chemin de dignité. En somme, Monsieur le Vice-président, cette loi ne se résume pas à une énième agence administrative. C'est une boussole qui nous permettra d'aller plus loin, car oui, il nous faut aller plus loin. Cette agence nous permet de repenser notre manière de répondre au mal de vivre de notre jeunesse. Elle nous donne les moyens de faire de la prévention une réalité, de la réduction des risques une politique publique et la solidarité un principe d'action. Elle nous donne les moyens de redonner l'espoir à notre jeunesse et les moyens de créer cet avenir meilleur pour nos enfants. Je vous remercie. Thank you, honorable member. The second member for Flac Bonacay. Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Vice-président, là d'où je viens, je me souviens lorsque j'étais gamin de ces conseils de sages. Une fois la nuit tombée, se réunissaient sous un arbre et dissertaient sur des questions sociétales, philosophiques, existentielles. Mais lorsque j'étais gamin, je me souviens très bien de cette question qui disait que « Dunya mein sabse bhari boj kaun-si hai ?» En traduisant cela, « What's the heaviest thing one can carry ?» La réponse était la suivante. « Burha baap ke kandha par jawan beta ke janaza » En traduisant cela, « An old father
carrying the dead body of his young son to the graveyard. Ce que craignaient nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents, il y a 20-30 ans, aujourd'hui, malheureusement, c'est le lot quotidien des familles mauriciennes. L'honorable, à mes côtés, l'a signalé à plusieurs reprises. Avant de poursuivre avec ma dissertation sur ce bill, je regrette l'absence de l'opposition. Parce qu'ils viennent souvent, le leader de l'opposition, avec des questions inopportunes, dépourvues de sens, et lorsqu'on est là pour leur répondre, ils ne sont jamais là. Mais je poursuis quand même. Lorsque le leader de l'opposition dit qu'il considère que cette loi n'est pas sérieuse parce qu'on aurait dû placer cette agence sous un comité parlementaire, mais peut-être qu'il n'a pas lu le bill. The National Agency for Drug Control Bill fait état d'une commission qui est placée sous le plus haut patronat de l'État, avec le Premier ministre et le Deputy Prime Minister. Si ce n'est pas suffisant pour dire qu'on est sérieux dans cette lutte contre la drogue, eh bien, il y a les députés dans cette Chambre qui auront l'occasion, l'opportunité de questionner cette instance, qui nous donneront des réponses. C'est dire le sérieux de ce gouvernement pour œuvrer contre la lutte contre la drogue. Je regrette également, s'il était là, je lui aurais posé cette question. Il a parlé de pills, mais pourquoi les organisations non gouvernementales qui autrefois aidaient les toxicomanes ont dû fermer parce que le CSR, ils avaient changé les règlements de CSR, ce qui faisait que ces ONG n'avaient plus de financement et essoufflés, ces ONG ont disparu aujourd'hui. Je prends un autre exemple dans ma circonscription. Le diocèse de Port-Louis, depuis des années, ils ont un projet d'un centre de désintoxication à Argy, centre de Flac. Ils ont eu 3 arpents de terre offerts par Constance. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Le financement de l'État à travers la CSA. Ça fait 10 ans qu'ils ont couru après le bureau du Premier ministre, les instances qu'il fallait. Ils ont eu 0 financement. 0 financement. Et aujourd'hui, je trouve regrettable qu'ils osent pointer du doigt cette loi. Monsieur le Président, le Vice-président, cette loi est importante parce qu'elle vient faire la différence qui était essentielle. Parce que sous le MSM, trafic de drogue et la lutte contre la toxicomanie, c'était la même chose. Un toxicomane était un vulgaire criminel. Alors qu'avec cette loi, le Premier ministre adjoint en a parlé, qu'on fait de la lutte contre la toxicomanie une lutte essentielle. On ne les traitera plus comme des vulgaires criminels, mais comme des malades, des enfants malades de notre République qui ont besoin de soins. Je remercie l'honorable Prayag pour sa dissertation très médicale sur ce sujet. Mais cette loi me réjouit le plus parce que je considère la lutte contre la drogue comme étant avant tout la lutte contre l'offre de la drogue. Il y en a trop sur le marché. Il y en a trop, et lorsque je lis cette loi, je trouve que l'une des responsabilités de la NADC
is to coordinate the supply reduction of drugs by preventing, reducing, or disrupting the entry, production, and availability of drugs. Il nous faut combattre l'offre de la drogue avant tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous ne sommes plus face à des marchands de la drogue, mais des businessmen de la drogue, de la mort. Ils comprennent bien le marché. Ils ont bien fait les segmentations du marché de la drogue. Mon ami, qui est hélas absent aujourd'hui, l'honorable Ram Etoiria, nous avait expliqué comment sociologiquement ces marchands de la drogue, ces businessmen de la drogue, ont segmenté le marché, cocaïne, héroïne pour le riche, mais il nous reste un large pan du marché des plus précaires, des plus vulnérables. Alors qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? L'avènement des drogues low cost, les drogues synthétiques. Voilà pourquoi je dis que je me réjouis de l'avènement de cette loi, parce que cette loi, lorsqu'on regarde les divisions de la NADC, on constate qu'il y a une division dédiée à, dedicated to, the NADC shall comprise, one of the divisions of the NADC is to curb down the supply reduction coordination division. It has a supply reduction coordination division. Parce que nous sommes exposés, nos enfants, les enfants de la République sont exposés, mais très facilement, très facilement, face à l'offre de la drogue. Je me souviens de ce père de famille lorsque nous faisions du porte-à-porte à Centre de Flac avec l'honorable Béchou et Ram Kelawal. À première vue, sociologiquement, c'est un père de famille et on ne dirait jamais que son enfant peut tomber dans le piège de la drogue. Un homme très pieux, qui a une très grande famille, des valeurs familiales très riches. Alors, je lui ai posé la question, mais comment ça se fait que toi, ton fils, est tombé dans la drogue? Il m'a expliqué, et ça fait froid dans le dos. Il me dit, écoute, tu sors un billet de 200 roupies, je le donne à mon fils. Je lui dis, tu sais, fiston, va au KFC du coin, va t'acheter de quoi manger. Il dit, lorsqu'il sort de chez lui avec ce 200 roupies, pour aller vers le KFC, il sera approché par au moins une vingtaine de jockeys qui lui tendront de la drogue facilement. J'ai dit, ah bon, à ce point? Il me dit, il va résister au premier, au second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième, mais arrivé au 15e, il cédera. Et c'est comme ça que son fils est tombé dans le piège de la drogue. Et je me réjouis que cette loi met l'accent sur comment réduire l'offre de la drogue. Parce que nos enfants sont exposés. Pour comprendre l'ingéniosité de ces marchands de la mort, souvenez-vous de ce landing qui a eu lieu à Woodlands, chez un baron de la drogue. Qu'est-ce qu'on avait retrouvé? Un fût en plastique, un drôme composé de quoi? Pièces de 20 roupies. Qui achète de la drogue avec des pièces de 20 roupies? C'est des écoliers, des collégiens du coin. C'est dire que ces marchands de la drogue sont prêts à aller au plus loin possible pour vendre leurs produits. Ne sous-estimez pas ces tentatives d'introduire de la drogue dans les écoles. Ils veulent pénétrer un nouveau marché. Le marché des écoliers, le marché des collégiens. Voilà, je n'ai pas suffisamment de temps, mais je terminerai ce débat en disant que je vais poursuivre que dans ce combat contre la drogue et la toxicomanie, on ne peut plus regarder le problème du cannabis avec les lunettes des années 1980-1990.
Le monde a évolué. Je prône l'ouverture du débat sur la dépénalisation du cannabis parce que il y a un marché du Nissa récréatif. Il y a un marché du Nissa récréatif. Et au lieu de pousser nos enfants vers des drogues de synthèse, les jeunes vers les drogues de synthèse qui vont les tuer, alors c'est pour cette raison, moi qui n'ai jamais fumé une cigarette de ma vie, je suis pour l'ouverture du débat sur la dépénalisation du cannabis. Sur ce, Monsieur le Président, je vous remercie and I commend the bill to this Parliament. Thank you, thank you. Honorable Minister Outim. Monsieur le Vice-président, la consommation de drogue à Maurice n'est pas un phénomène nouveau. Selon le rapport de la commission d'enquête sur le trafic de la drogue, publié en juillet 2018, présidé par l'ancien juge Lam Shanling avec comme assesseur M. Samiala Lotan et Dr Duman, depuis au moins 1834, le gandia et l'opium est consommé à Maurice. Selon un rapport déposé aux Nations Unies en 1952, il y avait en ce temps-là à l'île Maurice 200 consommateurs d'opium réunis dans des fumeries traditionnelles et environ 400 consommateurs de gandia, principalement dans des contextes sociaux ou religieux. L'usage était localisé, personnel et dans la plupart des cas récréatif. Et puis, dans les années 80, sous le régime du gouvernement MSM, Jack Napier, le trafic de drogue et la consommation de drogue a pris son envol. Le rapport de la commission d'enquête sur la drogue présidé par le juge Sir Maurice Rowe, publié en 1987, avait répertorié plusieurs types de drogues différentes consommées à Maurice. Des drogues dures comme l'héroïne et surtout le brown sugar. Le rapport dénonçait aussi le lien entre les trafiquants de drogue, les politiciens et les membres du gouvernement. Avec l'entrée au gouvernement du MMM dans les années 90, il y a une certaine accalmie. Et en 1996, sur le premier gouvernement Parti travailliste MMM, la NADC est créée en vertu du National Agency for Treatment and Rehabilitation of Substance Abusers Act 1996. NADC remplace le Treatment and Rehabilitation of Drug Addicts Trust Fund Act avec pour objectif principal la mise en œuvre des programmes visant à prévenir la consommation de drogue ainsi qu'à assurer le traitement et la réhabilitation des drogués. La NADC travaillait en étroite collaboration avec les ONG et les travailleurs sociaux. Avec la NADC, les consommateurs de drogue étaient considérés comme des victimes ayant besoin de soins et de réinsertion sociale. Par la suite, un programme d'échange de seringues a été mis en place et le traitement des drogués à la méthadone fut introduit. Mais, Monsieur le Vice-président, le retour aux commandes du MSM avec les Jagnat père et fils à partir de décembre 2014 va tout chambouler. En 2016, la NADC, qui réunissait les forces vives de la société, est abolie par pur fanatisme politique et incompétence. Elle est alors remplacée par la Harm Reduction Unit au sein du ministère de la Santé. Les ONG, les travailleurs sociaux sont mis à l'écart. L'industrie de la drogue connaît un véritable boom économique. De nouvelles drogues font leur apparition, notamment les drogues de synthèse, moins chères et bien plus accessibles. Monsieur le Vice-président, sous le régime Jagnat-Fils, on peut parler de véritable démocratisation à l'accès de la drogue. La drogue baguette figure. Personne n'est épargné. Tout le monde, indépendamment de son appartenance ethnique ou religieuse ou de sa classe sociale, est concerné par ce fléau. Les riches, les pauvres, les villes, les villages, tout y passe. Selon une enquête nationale sur l'usage de la drogue menée en 2022
environ 111 500 Mauriciens seraient consommateurs. Pour un petit pays de notre taille, c'est tout simplement inconcevable. Les consommateurs de drogue sont de plus en plus jeunes. On observe des cas de consommation au sein des collèges et parfois même dans certaines écoles primaires où des enfants s'adonnent aux drogues de synthèse. Les réseaux sociaux regorgent de clips montrant des jeunes, garçons et filles, en train de fumer des bongs dans un état second. Nous devenons une véritable société de zombies. Quelle honte, Monsieur le Vice-président, que la United Nations Office on Drugs and Crimes ait classé Maurice au premier rang des pays africains pour la consommation de drogue de synthèse lors d'une enquête menée l'année dernière. Maurice, première au sein de la région de SADC en matière de trafic de drogue de synthèse en 2020, selon l'indice de crime organisé en Afrique. Et n'oublions pas, Monsieur le Vice-président, sous l'ère du MSM, pas une seule condamnation de grands trafiquants de drogue pendant les 10 dernières années. Aucune volonté politique de combattre le trafic de drogue. Et 30 ans après le rapport Rowe, le rapport Lam-Channing fait le même constat, le même lien étroit entre les trafiquants de drogue et ceux qui sont proches du régime MSM. Ce qui rejoint le constat de Organized Crime Index Africa dans son rapport de 2023, qui écrit, et je cite, « Despite the existence of specialized units, the fight against drug trafficking is believed to be largely cosmetic due to widespread corruption and inefficiencies in law enforcement bodies. » Une union sacrée entre le MSM et les barons de la drogue. Mais tout cela va changer, Monsieur le Vice-président. And it all starts today with this bill and the setting up of the National Agency for Drug Control. The agency will play a crucial role for the reduction of both demand and supply of drugs in Mauritius. On the supply side, contrary to what the Honourable Leader of the Opposition seems to be suggesting, the agency will not replace NADC or any other drug enforcement agency. What it will do is to ensure a better coordination among the various drug enforcement agencies. The Lam-Channing report observed at paragraph 2.17, and I quote, "The need for an active, real and efficient regional and international cooperation to exchange information, intelligence and help, which is sorely lacking as deposed before us by the ADSU." This is precisely what the agency will do as set out in section 8, subsection 1E, subsection 3 of the bill, where this agency will be responsible for regional and international cooperation. The agency will also have a policy, research and strategy division that will collect and analyze data, which will then provide valuable information to drug enforcement agencies. The agency is also required to assist the Financial Intelligence Unit in tracing money related to drug trafficking. This is extremely important, Mr. Deputy Speaker, sir. Allow me to explain. Today, we import most of the drugs that we consume. Other than cannabis, everything is imported. And in order to import drugs, we need hard currency, foreign currency, because they don't want our rupees. At the same time, when drugs are sold in Mauritius, the proceeds is in rupee. The consumer pays in rupee. So somewhere, someone must be converting these rupees into foreign exchange, which will then be used to pay the drug for the import of drugs. And again, the Lam-Channing report at paragraph 15.136 noted that the FIU had never received any report of suspicious transaction from any money changers. This is a significant shortcoming that must be addressed and will be addressed by the agency, because no money, no forex, no drugs. Mr. Deputy Speaker, sir, it is on the demand side that the agency will have the most crucial role to play. The action of the agency will be on 3 levels: prevention, treatment, rehabilitation.
Through its Prevention and Public Awareness Division, the agency will lead campaigns at national level and also in education institutions, place of work, and place of worship. Through its Treatment Rehabilitation Service Division, the agency will work closely with the Ministry of Health and NGOs and the Drug Users Administrative Panel for the adequate treatment and rehabilitation of drug victims. Mr. Deputy Speaker, sir, the Lam-Shanling report had recommended the conversion of Petit Verger prison into a national treatment and rehabilitation center. I am sure the agency will look into this possibility and make recommendations in due course. At the moment, there are a number of NGOs which operate treatment and rehabilitation centers, and I salute them for their efforts. Most of them are volunteers. However, these centers, Mr. Deputy Speaker, sir, are not always run with professionals. Some patient has complained about ill treatment. Others have even filed kidnapping charges against the operators. And last year, at least 2 patients died when they were supposed to be following treatment at these rehabilitation centers. Those centers will have to be properly regulated, licensed, monitored, and run by qualified drug therapists. And the agency will be mandated to ensure that this is so. Mr. Deputy Speaker, sir, the agency will also have an HIV and AIDS prevention and care coordination division. The reason is because today, the main vector of transmission of the HIV/AIDS virus is through drug injection. In my constituency, I know of several women who were infected by their husband, who themselves were infected in prison. And I know 2 women who actually transmitted the virus to their children. And these women are very scared to come forward and get the required treatment because there's still a stigma attached to HIV and AIDS victims. So the agency, again, will have an important role to play in implementing harm reduction program to prevent, detect, and treat drug victims who have HIV and AIDS. Mr. Deputy Speaker, sir, I welcome the fact that the Minister responsible for Labour will be part of the National Drug Control Commission, to be headed by the Honourable Prime Minister, and a representative of my ministry will sit on the Drug Control Board. My ministry has an important role to play in the prevention and rehabilitation of workers who are drug victims. Officers from my ministry will regularly be conducting training workshops to sensitize employers on the dangers of drug addiction, but also how to cope with workers whom they suspect to be drug addicts. I'm informed by officers of our ministry that an increasing number of employers have been terminating the employment of their workers because of high absenteeism and fall in productivity linked to drug consumption. Our nation cannot afford to lose its workforce. But the biggest challenge, however, remains the provision of employment to victims of drugs once they come out of addiction. Although the law prevents any form of discrimination during recruitment process, the harsh reality, Mr. Deputy Speaker, sir, is that it is very difficult for a drug victim to find a job. And this very often is the main reason for their relapse. We have to change our mentality. But we should also seriously consider amending the 2nd schedule of the Certificate of Character Act. As the law currently stands, a certificate of character will always set out the conviction of any offense under the Dangerous Drugs Act, irrespective of the date on which the offense was committed. Many drug victims are convicted for possession of drugs, even in small quantity for personal consumption. Once they are convicted for a drug offense, it is extremely difficult for them to find a job, but not only a job. I know of cases where they were not even admitted to university because of possession of drugs. So the only way out for these people, Mr. Deputy Speaker, sir, today is to apply to the Commission on Prerogative of Mercy to get a free pardon. But not everyone is the son of the former
commissioner of police who will get a pardon just for the asking. It is a costly procedure with uncertain outcome. The agency will no doubt look into this matter. Mr. Deputy Speaker, sir, various NGOs and social workers who deal with drug victims have called for the legalization of the consumption of certain type of drug, namely cannabis. Several orators before me have touched on the subject. The bill does not envisage such legalization at this point. But again, I am sure that the agency will carry out the necessary consultation, will examine the consequences of legalizing ganja, and will come up with appropriate recommendations which can then be debated in this House when the time is right. Before resuming my seat, Mr. Deputy Speaker, sir, allow me to express my profound disappointment with the attitude of the Honourable Leader of the Opposition, who chose to play the role of a prophète de malheur instead of supporting the setting up of this agency. May I remind him that Section 5, subsection 3 of the bill clearly provides that the agency, in the discharge of its function, exercise of its power, will be under the direction and control of nobody, no authority. The agency will appoint its own staff and consultant on such terms and conditions as the board will determine. This is outlined in Section 15 of the bill. So we have absolutely no qualm about the independence of this agency. De toute façon, Monsieur le Vice-président, c'est la personne qui fait l'institution. Et je n'ai aucun doute que le tandem Samiola Dotan et le docteur Faisal Suliman feront des merveilles. Et je leur souhaite bon courage. La population est derrière vous. Merci. Thank you, Minister. Honorable Mr. Soumon. Mr. Deputy Speaker, sir, as an elected member of constituency number 4 and Minister of Social Security and Social Integration, I live and witness the daily ravages and tragedies created by synthetic drugs. Synthetic drugs is the new scourge emerging from failures of post-drug and developmental policies. What is the essence of this bill in front of the House? The National Agency for Drug Control Bill. This bill aims at supporting victims of drug addiction and not punishing them. This bill does not criminalize people. It moves towards the decriminalization of the victims, users of drugs, licit or illicit. This bill is not about repression. It is about care for our people, care for our youth and future generations. This bill marks a significant departure from failed policies philosophy focusing on repression and prohibitionism arising from the failed drug of war policies devised since 1971 by Nixon, the then President of the USA. This bill, in parallel, creates a new political structure, space for drug policies change. I will come back to it later. My party, Resistance and Alternative, as a party having campaigned in the support Don't Punish movement, we welcome this bill. As a party promoting drug policy based and focused on public health, human rights, harm reduction, decriminalization of drug users, decriminalization, regulation of marijuana, we view this bill as a significant step in the enlightened direction. To contribute to the present debate, it is of paramount importance to understand the relation of human society to the issue of drugs and re-establishes certain facts. Mr. Deputy Speaker, sir, the consumption
of psychoactive substances is as ancient as human societies and characteristics of most cultures. It dates back to prehistory. The cultivation, use, and trade of psychoactive and other drugs has occurred since the dawn of civilization. Mr. Deputy Speaker, in Mauritius, maybe some people do not realize, the marijuana ganja was legal up to 1923. People had the right to buy 5 grams in what was described of ganja ke dukan. In the modern world, despite their widespread prohibition, illicit drugs such as opiates, cannabis, cocaine, amphetamine, and the myriad of psychedelics and synthetics are fundamental features. Today's illicit global drug trade is among the world's most lucrative and affects tens of millions of consumers, abusers, and addict users, or users of mind-altering drugs across the planet. In the near recent history, we also need to remember that drug trade created wars. The British had gone to war with China in the 19th century in what became known as the First and Second Opium Wars to protect their valuable trade in narcotics. It was only in the 20th century that Britain and the United States outlawed cannabis. The prohibitionist campaign included alcohol prohibition in the USA, which was only repealed in 1933. This created the basis for the birth of the mafia in the United States of America, where state people colluded with the emerging mafia to produce, trade, and consume alcohol. In the mid-20th century, the United States government led the world to a major renewed surge in drug prohibition called war on drugs. It is now widely acknowledged that repressive prohibition politics have failed. In some countries, these solely coercive policies gave rise to neo-fascist regimes, as was the case in Philippines, where former President Duterte war on drugs with his war on drugs, which itself was a massive failure. The world is now moving gradually and cautiously towards less repressive and more public health, human rights, and caring-based politics. The Deputy Speaker, sir, many in the world have now realized that to dismantle or at least curbing the rising power of the mafia and criminality ascension, the issue of decriminalization and or regulation of some presently illicit drug like the marijuana should be envisaged. Dozens of countries have embarked in these directions. With this bill, we are creating the conditions and laying the foundation to move in this enlightened direction. This bill creates for the first time a political structure and space that never existed in the history of Mauritius. In reality, this bill creates a mini cabinet of at least 16 ministers, adding representatives from Rodrigues, to shape and redefine national objectives and goals and determining policies and priorities with regard to drug control issues. It is the first time in the history of Mauritius that such a powerful policy-making architecture is being put in place in the first instance and to address the issue of drug control. This bill is a step forward, not a goal, but a tool for change. Social movements struggling for fundamental change should realize that within this new space,
being created by this government, many of us in the Alliance Changement, including Résistance et Alternative, promoting a paradigm shift will be an ally, not an obstacle to the social movements and NGOs. When debating drug issues and drug problems, it is very important, as some of the honorable members had done, to link it with class issues, with social inequalities, with poverty and drug and gentrification. For example, in Mauritius, we are now witnessing what we are calling circular gentrification. That is, we are getting part of our youth, the most poorer and vulnerable part of our youth, are being drawn, hurled, if we can say so, to synthetic drug. We are seeing part of our youth leaving the country. And we are also seeing in parallel other people, rich people, billionaires coming in Mauritius, replacing the displaced people or the youth hurled in synthetic drugs. We also need to realize, when talking about drugs, that there is a drug for the rich, it's cocaine. There is a drug for the middle class, it's marijuana. And there is a drug for the poor youngsters, it's synthetic drug. This means we also need to realize a third dimension. There has been societal change and work pattern changes, which we sometimes don't realize, that have changed the model, the family model, whereby the youth are left unattended and without social care at some period of the day, mainly after they come back from school. We need to integrate these dimensions in the discussion that we'll be having with this new architecture. Mr. Speaker, sir, the problem is such that even if we change, we've put in place this architecture, even if we change the drug policies, if we do not reignite the love for life, the love of nature, and ignites our profound humanism embedded in our Mauritianism to our youth, we need to create, we are proposing the creation of centers of life to emerge all around Mauritius, especially for our youth, which might be a lost generation if we don't act. May I add that in parallel, we need to rethink our developmental and economic model. To the rich and wealthy class, I am saying this: there will be no peace, no safety, no security when the poor youngsters are hurled in synthetic drugs. And when our youth are departing from this country and is being replaced by either millionaire or migrant labor. This bill gives hope as it respects the life of people and youngsters. There is little, but there is still time to save the present generation of youth that we have and create the conditions for such disastrous downsliding to never occur again. With these words, I support this bill and the amendment brought, and also support the amendment proposed by my colleague Reza Utim on certificate of morality. I commend this bill to the House. Thank you. Thank you. We'll suspend the sitting for half an hour.